santé et chocolat. Bonjour et bienvenue dans Santé et chocolat, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine tout en gourmandise, où j'aborderai avec vous la nutrition selon une approche métabolique et holistique. Je suis Céline Faustin, diététicienne nutritionniste depuis 2005, spécialisée dans le rééquilibrage alimentaire avec des notions de psychonutrition et de micronutrition. Derrière chaque épisode se cache un peu de mon parcours, mon histoire avec la nutrition, mais aussi beaucoup d'expériences vécues auprès de mes patients. La compréhension du fonctionnement de votre métabolisme est une notion essentielle à mes yeux et je vous le partage ici dans ce podcast. D'ailleurs, j'aborderai les thématiques comme la perte de poids, la productivité, la prévention santé, le sucre, des sujets qui me passionnent et qui sont la base de mes accompagnements. Seule ou avec des invités, je vous partagerai mes conseils simples et applicables instantanément dans votre quotidien. En toute sérénité, vous allez acquérir les connaissances dont vous avez besoin pour vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, votre esprit et votre assiette. Installez-vous confortablement, prenez votre boisson préférée et un petit carnet. Je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans cet épisode pour parler d'alimentation anti-inflammatoire. Je vous en ai un peu parlé dans l'épisode 2 de ce podcast, notamment en lien avec le sucre, parce que oui, le sucre vous inflamme votre corps et accélère le vieillissement de vos cellules. Je vous invite donc à écouter cet épisode dans lequel je vous explique les mécanismes qui se passent dans votre corps ainsi que mes conseils pour réguler tout cela. Aujourd'hui donc nous allons entrer plus en détail dans l'alimentation anti-inflammatoire. Déjà, qu'est-ce que l'inflammation ? De base, c'est une réaction normale de notre système immunitaire suite à une agression externe ou interne de notre corps. Quand on se blesse, quand on se coupe par exemple, il y a une réaction de notre corps pour réparer cette coupure, voir s'il y a des mauvaises bactéries qui sont entrées en même temps par exemple, et éviter une infection. Donc, cette réaction inflammatoire est utile pour nous. Maintenant, il faut distinguer une inflammation aiguë, comme là dans le cas de la coupure, et une inflammation chronique qui est insidieuse, qu'on ne sent pas et qui reste toujours présente sans forcément de symptômes. Sachez que l'inflammation chronique fait le lit de toutes les pathologies d'aujourd'hui. Avoir des cellules inflammées qui du coup ne fonctionnent pas correctement et risquent de déclencher certaines maladies dites de civilisation comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, Parkinson ou Alzheimer, les états dépressifs, etc. On va en reparler. Mais aussi de provoquer le risque de cancer parce qu'une inflammation chronique de bas grade, c'est comme une autoroute tissulaire pour qu'un cancer se métastase. Aussi, l'inflammation a un impact sur nos mitochondries, qui sont des petites usines d'énergie présentes dans toutes nos cellules. C'est pour ça qu'avant de déclarer des pathologies, comme je les ai citées juste avant, on va ressentir de la fatigue, une fatigue chronique. Alors si vous ressentez de la fatigue sans raison particulière et que vous voyez que cela dure, demandez-vous si votre organisme n'est pas dans un état inflammatoire. Je vais vous parler d'alimentation anti-inflammatoire mais aussi antioxydante et d'équilibre acido-basique. Je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Au-delà de la santé générale, ce type d'alimentation aura un impact positif aussi sur votre peau parce que des cellules saines vont donner une peau saine. Votre peau est faite de plein de cellules qui sont dans un bon ou mauvais état en fonction de la façon dont vous les nourrissez. Tout est lié. Vous savez bien que quand on mange beaucoup de graisse comme de la charcuterie régulièrement, souvent il y a des boutons qui apparaissent sur notre visage ou dans notre dos, c'est commun. Souvent notre peau est représentative de notre état de santé intérieur. À la base, si on veut faire attention à notre alimentation, aujourd'hui, c'est pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Il y a une notion de longévité et pour ça, notre préoccupation principale doit être notre
terrain. Notre corps, notre terrain, c'est la base de toute notre santé, comme le terreau pour une plante. Je l'ai déjà dit dans l'épisode 2 de ce podcast, mais on a tous un certain terrain à notre naissance et selon comment on va l'entretenir au fil des années, ce terrain sera plus ou moins fertile et riche selon comment on l'aura nourri. Comme on dit, il n'y a pas de pathologie sans terrain inflammatoire. J'ai déjà donné l'exemple d'un certain virus de 2020. Il y a des personnes qui ont eu peu de symptômes et d'autres qui en sont morts. Les personnes qui ont développé une forme grave de la maladie sont des personnes qui avaient déjà des problèmes de santé, donc des pathologies, des traitements en cours, etc. Donc ça veut dire que leur organisme était déjà dans un état inflammatoire. Le virus arrivant par-dessus ça, du coup le corps s'inflamme encore plus. Et ce qui est insidieux, c'est que cet état inflammatoire ne se ressent pas. Il est silencieux, c'est ce que l'on appelle l'inflammation de bas grade. Pour ça, évidemment, une alimentation anti-inflammatoire est primordiale. Pour moi, il y a 4 piliers essentiels pour optimiser le fonctionnement et la régénération du corps. Avoir un bon ratio entre les acides gras, notamment oméga 3, oméga 6, pour moi c'est le premier pilier. Deuxième pilier est réguler sa glycémie. Troisième pilier, apporter un maximum de vitamines, minéraux, antioxydants et probiotiques. Et le dernier pilier, c'est de limiter les toxiques et les polluants. Alors on va commencer par le premier pilier, un bon ratio oméga 3, oméga 6. Alors, toutes les membranes de nos cellules, elles sont constituées de graisse. Il est donc primordial d'apporter par l'alimentation la bonne quantité et la bonne qualité de graisse. Ça vous permettra d'avoir des membranes souples, élastiques, moelleuses, qui permettront de bons échanges entre les cellules et donc une bonne communication. Le bon ratio oméga 3, oméga 6, c'est 1/3, c'est-à-dire un oméga 3 pour 3 oméga 6. Et avec notre alimentation d'aujourd'hui, on est plutôt à 1/12. Un ratio déséquilibré est pro-inflammatoire, c'est-à-dire qu'il va provoquer une inflammation de notre corps et de nos tissus. Alors, l'inflammation aiguë, on en a besoin, c'est celle qui nous permet de déclencher notre système immunitaire quand on se coupe ou qu'on a par exemple un rhume, mais ça devient un problème quand cette inflammation devient chronique, parce que cette inflammation chronique va déclencher des maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques, certains cancers et même des dépressions. Notre alimentation moderne d'aujourd'hui, malheureusement, elle est pro-inflammatoire. C'est pour ça qu'on voit aussi l'explosion de maladies comme l'arthrose, les allergies, les sinusites, les bronchites, les colites. En fait, toutes les maladies en IT signifient inflammation de sinusite. Par exemple, c'est l'inflammation des sinus. Pour équilibrer ce ratio oméga 3, oméga 6, il faut augmenter votre ration d'oméga 3 et diminuer votre ration d'oméga 6. Alors d'abord, augmenter les oméga 3. Il y a des sources d'origine végétale et d'autres d'origine animale. Alors, les sources d'origine végétale, ce sont par exemple les graines de chia. D'ailleurs, attention à les laisser tremper 2 heures avant de les consommer, sinon ça peut provoquer des inconforts digestifs. Aussi, il y a les graines de lin. Là, mon conseil est de les broyer à l'instant, par exemple avec un moulin à poivre. Pourquoi à l'instant? En fait, pour éviter l'oxydation des graisses contenues dans les graines. Pourquoi les broyer? Parce qu'en fait, comme pour les graines de chia, pour faciliter leur digestion. Ensuite, riche en oméga 3, il y a aussi l'huile de colza, d'olive, de noix, de chanvre, de cameline. En fait, c'est une petite plante un peu comme le sésame, mais aussi dans les noix de Grenoble. Pour les sources d'origine animale, on trouve beaucoup d'oméga 3 dans les poissons gras, en faisant attention au saumon, au thon et à la truite qui vont être riches en métaux lourds. Je vous conseille d'ailleurs de les consommer 1 à 2 fois par mois seulement et de préférer les sardines et les maquereaux 1 à 2 fois par semaine. Les oméga 3 d'origine animale apportent des EPA et DHA qui sont en fait 2 types d'oméga 3 et l'EPA elle est ultra anti-inflammatoire. En gros, vous manquez d'EPA, vous vous retrouvez en inflammation directe. Ceux-ci vont vous permettre de vous protéger contre les états dépressifs,
contre les troubles de l'humeur, de l'attention, l'hyperactivité, le brouillard mental ou le manque de clarté. D'ailleurs, j'ai pas mal de patientes qui sont un petit peu en état de burn-out ou même qui sont de base hyperactives, et quand elles ont commencé à faire une cure d'oméga 3, elles ont vu des effets énormes. Donc les oméga 3 peuvent vous aider pour ça, mais aussi pour les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, Parkinson ou Alzheimer, les maladies inflammatoires de l'intestin comme la rectocolite hémorragique ou la maladie de Crohn, les maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, les troubles de la thyroïde et la polyarthrite par exemple, et également contre la DMLA, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc vous voyez à quel point les oméga 3 sont importants pour notre santé, donc augmentez vos sources d'oméga 3 dans votre quotidien ou bien faites des cures d'oméga 3. Attention concernant les cures d'oméga 3 en gélules, par exemple, faites le choix de laboratoires qui n'utilisent pas de poissons d'élevage, parce que sinon ce seront des gélules riches en métaux lourds. Renseignez-vous sur internet en fonction du labo que vous avez trouvé et vérifiez qu'ils utilisent des poissons sauvages. Et idéalement, c'est de faire une cure de 3 mois, 2 fois par an. Ensuite, donc, limitez les oméga 6. Alors, il y a un oméga 6 qui est particulièrement à limiter, c'est l'acide arachidonique, qu'on trouve évidemment dans l'huile d'arachide, mais pas que. Il est aussi présent dans toutes les huiles trans, c'est-à-dire cachées dans les aliments industriels, dans les margarines, dans les biscuits, dans les plats préparés, les fritures, et aussi dans les graisses animales comme la graisse de porc, de bœuf, la viande en général, le lait, les œufs d'animaux nourris aux céréales riches en oméga 6 comme le maïs. L'acide arachidonique favorise ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade, donc c'est cette fameuse inflammation silencieuse. Aussi ça favorise les allergies, l'ischémie cérébrale, donc en fait c'est la mort d'un tissu cérébral à cause d'une insuffisance d'apport de sang et d'oxygène. C'est cette source-là qu'il faut éviter absolument. Donc tout simplement, évitez d'acheter de l'huile d'arachide pour la maison, évitez les produits industriels, cuisinez le plus possible maison, évitez les produits qui contiennent de l'huile de palme et achetez des viandes ou des œufs où il est noté, nourris aux graines de lin, riches en oméga 3 ou avec le label bleu blanc cœur. Je pense d'ailleurs que vous avez déjà vu ces étiquettes, mais peut-être que vous ne saviez pas ce qu'elles voulaient dire. Du coup, voilà, maintenant vous savez. Donc, ces oméga 6 ne sont pas à bannir, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on en avait besoin. Rappelez-vous, le ratio oméga 3, oméga 6 doit être de 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il faut un oméga 3 pour 3 oméga 6. Mais je vous conseille plutôt de les limiter ou de préférer de bonnes sources d'oméga 6, en tout cas qui sont moins inflammatoires. Et c'est le cas par exemple de l'huile de tournesol, l'huile de pépins de raisin, l'huile d'onagre et l'huile de bourrache. Ensuite, le pilier numéro 2 de l'alimentation anti-inflammatoire, en tout cas à mon sens, c'est de réguler sa glycémie. Je vous en ai pas mal parlé dans l'épisode 2, mais je vous fais un rappel ici. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. C'est ce qui est en général trop élevé chez les diabétiques. Ou quand on se sent faible et qu'on fait une hypo, c'est que on n'a pas assez de sucre dans notre sang. En fait, quand on mange un aliment qui va augmenter fortement le sucre de notre sang, notre corps il va réagir parce que c'est mauvais pour la santé d'avoir trop de sucre dans le sang. Alors le pancréas va sécréter de l'insuline. L'insuline, c'est une hormone de stockage qui va prendre le sucre de notre sang pour le stocker. Une partie dans notre foie et nos muscles qui va servir après pour nos efforts physiques et une autre partie qui sera transformée en graisse et stockée. Donc si vous avez une alimentation qui apporte beaucoup de sucre de mauvaise qualité et qui vous provoque des pics de glycémie, les conséquences, ça peut être un épuisement de votre pancréas, donc l'insuline est de moins en moins sécrétée,
une résistance à l'insuline qui s'installe, c'est-à-dire qu'à force de voir trop d'insuline, vos cellules elles se mettent en résistance, un surstockage de sucre sous forme de graisse et une hypoglycémie réactionnelle qui va engendrer de la faim. En fait, c'est les montagnes russes de votre glycémie. Il y a un pic, donc beaucoup d'insuline sécrétée et vous vous retrouvez en manque derrière et donc avec une forte envie de manger notamment du sucre. Et ça peut avoir aussi des conséquences sur le vieillissement de votre peau. Des pics de sucre dans le sang répétés, année après année, abîment la peau et accélèrent son vieillissement prématurément du fait de l'inflammation. Donc pour préserver votre peau du vieillissement, régulez votre glycémie, notamment en choisissant des aliments à index glycémique bas ou moyen. Pour ça, vous pouvez rechercher sur internet, il existe des tableaux où les index glycémiques sont classés. Autre phénomène, quand les cellules graisseuses augmentent de volume, donc quand on prend du poids, elles vont sécréter des substances inflammatoires, CRP, TNF-alpha et des prostaglandines par exemple. On a donc tout intérêt à veiller à avoir une glycémie équilibrée en évitant les pics dans un sens ou dans l'autre parce que de passer en hyper-hypo régulièrement, ça va créer un stress pour notre organisme. Qui dit stress dit cortisol, c'est l'hormone du stress. Trop de cortisol peut provoquer des troubles cardiovasculaires, des douleurs chroniques, la déclaration de cancer et la prise de poids. Du coup, après, c'est le cercle vicieux. Ce stress va aussi engendrer une surconsommation des vitamines du groupe B, du chrome, qui régule d'ailleurs la glycémie et les envies de sucre, et d'autres oligo-éléments, et tout ça, ça va vous déminéraliser. Quand votre glycémie est très élevée, il y a un phénomène qui se met en place, c'est la glycation. C'est une réaction chimique entre le sucre et un acide aminé, la lysine. Les conséquences de cette glycation, c'est un vieillissement prématuré de vos cellules et l'apparition d'une inflammation. Pour l'éviter, il faut garder une glycémie basse et limiter les cuissons de type grillade ou au four et surtout d'enlever tout ce qui est brûlé ou noirci. Alors, pour résumer, il est important de réguler sa glycémie. Sinon, vous risquez de fatiguer votre pancréas, de surstocker le sucre sous forme de graisse, d'augmenter votre faim, notamment pour les aliments sucrés, de provoquer une inflammation de vos tissus et donc un vieillissement prématuré de vos cellules et de générer un stress dans votre corps. Alors, comment faire? En fait, choisir des aliments à index glycémique bas, comme le pain fait à base de farine complète et ancienne, les légumes secs plutôt que les pâtes, etc. Petite astuce, il y a des petites choses que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien qui vont baisser l'index glycémique. Par exemple, la cannelle, le jus de citron, le thé vert ou le thé blanc. Attention, si vous êtes anémié, donc si vous manquez de fer, le thé vert ou le thé blanc, ça bloque le fer, donc plutôt de le boire en dehors des repas. Et le fenugrec aussi, c'est pas mal pour réguler votre glycémie. Mais aussi, sachez que la présence de protéines, de fibres ou de graisses à votre repas va vous permettre de diminuer l'impact glycémique de votre repas. Le pilier numéro 3, apporter un maximum de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, de probiotiques. Les vitamines et les minéraux, de par une alimentation riche et diversifiée. Des probiotiques, c'est important de faire une cure de probiotiques régulièrement et de prendre soin de sa santé intestinale. Et donc, je vais développer maintenant l'intérêt des antioxydants. Alors, notre corps s'oxyde naturellement tous les jours, c'est un phénomène normal, naturel et même vital, car ça permet à nos cellules d'apprendre à s'adapter. Par exemple, quand on fait une activité physique intense, ça provoque un stress inhabituel. Il y a alors une inflammation localisée qui apparaît et qui génère des radicaux libres. C'est une source d'oxydation. Alors quand on a une bonne hygiène de vie avec suffisamment de repos, de la marche quotidienne, une alimentation santé, ce phénomène reste sain puisqu'il va pousser le corps à s'adapter et donc à être plus fort. Par contre, quand on a une mauvaise hygiène de vie, ce phénomène accentue encore plus une oxydation déjà trop présente dans le corps. Un stress oxydatif hors de contrôle va provoquer la glycation dont on a parlé, qui provoque le vieillissement de vos cellules et une inflammation, le développement de cancer,
toutes les maladies cardiovasculaires, hypertension, cardiomyopathie, insuffisance cardiaque, athérosclérose par exemple, le vieillissement cutané, les maladies respiratoires chroniques, l'arthrose, les mêmes maladies qui sont aussi dues à l'inflammation, parce que tout est lié. Le stress oxydatif provoque l'inflammation et inversement. Mais alors, comment diminuer ce stress oxydatif? En fait, il faut prendre en compte les facteurs généraux et les facteurs alimentaires. Pour les facteurs généraux, gérer son stress, pour ça, il y a différentes méthodes. S'aider de plantes, pratiquer la respiration, la sophrologie, l'hypnose, etc. Éviter le tabagisme, même passif. Bouger, être actif, mais en évitant l'excès. Éviter la pollution, les métaux lourds, les colorants, les médicaments. Et éviter les expositions prolongées aux UV. Alors pour les facteurs alimentaires, je vous conseille d'apporter plus de végétaux comme les légumes et les fruits, de préférer les protéines végétales et les petits poissons, d'avoir un bon ratio oméga 3, oméga 6, on en a parlé, de constituer chacune de vos assiettes avec au moins 50% de légumes. En snack, de préférer les fruits et les oléagineux, de limiter les aliments inflammatoires comme le gluten, les produits laitiers de vache, les produits industriels et d'avoir une alimentation antioxydante. D'ailleurs, je vous explique rapidement comment l'oxydation fonctionne. En fait, vous voyez, quand on épluche une pomme et qu'on la mange pas de suite, en fait, elle va brunir. C'est ça l'oxydation. Alors que si on met du citron dessus juste après l'avoir épluché, elle ne va pas brunir. Pourquoi? Parce que dans le citron, il y a de la vitamine C et la vitamine C, elle est antioxydante. Donc ça va empêcher l'oxydation. Vous comprenez bien qu'il vous faut faire les bons choix alimentaires afin d'apporter les antioxydants dont votre corps a besoin pour lutter contre cette oxydation qui est permanente dans notre quotidien. Les aliments qui apportent des antioxydants en particulier, ce sont les légumes et les fruits en général, mais surtout la saille, qu'on peut utiliser en poudre dans des smoothies par exemple, le cacao pur en poudre, le vin rouge, mais attention, il y a quand même aussi de l'alcool dedans et l'alcool provoque des cancers, donc tout est une question de dosage et de régularité. La noix, tout juste concassée, évitez les noix déjà toutes prêtes à manger parce qu'elles sont déjà oxydées. La grenade aussi est très riche en antioxydants, le curcuma, les baies de goji, le thé vert ou le thé blanc, l'ail et l'oignon. Donc ça peut être très simple d'apporter des antioxydants dans notre quotidien. Un peu de cacao en poudre saupoudré sur une banane par exemple, un peu de curcuma dans nos œufs brouillés, moi j'adore ça au petit-déj, ou un thé vert à la menthe, vous voyez, ça peut être tout simple. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de prendre soin de sa santé intestinale. En fait, il faut savoir que si vos intestins ne sont pas en bonne santé, soit parce que votre flore intestinale est déséquilibrée, soit parce qu'ils sont perméables, ou même les deux aussi, ça c'est pro-inflammatoire pour votre organisme. Pour expliquer rapidement, et je pourrais en faire un podcast dédié uniquement à ce sujet aussi si ça vous intéresse, mais des intestins perméables vont laisser passer des éléments pathogènes dans votre sang, des éléments qui normalement auraient dû être éliminés dans les selles. Comme ces éléments n'ont rien à faire dans votre sang, votre système immunitaire va réagir et ça va créer une inflammation généralisée de votre organisme qui peut engendrer derrière des maladies auto-immunes, des troubles articulaires, des maladies neurodégénératives, des troubles de la thyroïde, une dépression, des troubles de l'attention et j'en passe. Au niveau alimentaire, pour prendre soin de vos intestins, vous pouvez en premier lieu éviter la junk food. Ces aliments vont irriter et détruire vos villosités intestinales. Moins facile à éviter le stress, parce qu'il y a aussi ce pouvoir négatif sur notre santé intestinale de par le nerf vague, qui a des ramifications partout dans notre tube digestif. La base, c'est évidemment de bien mâcher. Manger suffisamment de fibres, ce sont en fait des prébiotiques qui vont nourrir les bonnes bactéries de votre flore. Évitez le non-stop alimentaire parce que vos intestins se régénèrent quand vous n'êtes pas en train de manger. Donc si vous grignotez toutes les heures quelque chose, forcément vos intestins n'ont pas le temps de se régénérer.
Et aussi bien choisir ces graisses parce qu'elles constituent les membranes de toutes nos cellules et notamment des cellules de nos intestins. Donc la qualité de leur perméabilité dépend aussi de la qualité des graisses que l'on mange. Ce sont vraiment des conseils de base, il y en a bien sûr plein d'autres qu'on peut mettre en place pour préserver sa santé intestinale. On pourra éventuellement en reparler si ça vous intéresse dans un épisode de podcast. N'hésitez pas du coup à me le dire. Dernier pilier, limiter les xénobiotiques. Alors on a vu les 3 premiers piliers. Le ratio oméga 3, oméga 6. Réguler sa glycémie, apporter un maximum de vitamines, minéraux, antioxydants et probiotiques. Et donc là, dernier pilier, limiter les xénobiotiques. Alors qu'est-ce que c'est que ces xénobiotiques? En fait, ce sont tous les toxiques et les polluants, tout simplement. Donc je vous conseille de préférer les produits non traités, les produits animaux d'élevage bio, les petits poissons et de limiter aussi tout ce qui est médicaments, la pollution, la vitamine C de synthèse et de faire attention à ne pas prendre de compléments qui contiennent du fer ou du cuivre si vous n'êtes pas carencé parce qu'ils sont pro-inflammatoires. Alors on va résumer l'alimentation anti-inflammatoire. Vous aurez compris, je pense, à quel point il est important d'avoir ce genre d'alimentation dans notre quotidien. En fait, c'est juste vital pour notre santé et pour vieillir dans de bonnes conditions. Alors là, je vais vous donner des conseils très pratiques pour une nutrition anti-inflammatoire et antioxydante. Donc, prenez des notes si vous le souhaitez. Alors déjà, choisir les bonnes graisses. Pensez au ratio oméga 3, oméga 6. Réguler sa glycémie. Et réguler son microbiote. Tous les jours, consommer 5 portions de légumes et 2 portions de fruits bio. Prendre au moins une cuillère à soupe d'huile riche en antioxydants par repas, par exemple une cuillère à soupe d'huile d'olive ou de germe de blé. Manger 20 à 30 g de fruits oléagineux, amandes, noisettes, noix, etc. Prendre une cuillère à soupe de graines de lin fraîchement moulues. On peut les mettre dans un moulin à poivre et les moudre au-dessus de nos salades, par exemple au moment du repas. Parce que rappelez-vous, si vous les broyez d'avance, elles vont s'oxyder. Et si vous les mangez entières, elles ne seront pas assimilées et vous les retrouverez direct dans vos selles. Mangez une poignée de fruits rouges très régulièrement, pour ne pas dire tous les jours en fait. Par exemple des myrtilles, des groseilles, des fraises quand c'est la saison évidemment. Sinon vous pouvez aussi les acheter surgelés. Utilisez des herbes aromatiques, plus de l'ail et de l'oignon pour cuisiner dans le quotidien. Aussi, boire 1 à 2 tasses par jour de thé blanc ou de rooibos ou de la tisane à base de ginkgo biloba ou d'hibiscus, de sureau ou évidemment le fameux thé matcha ou le thé vert sencha qui sont très riches en antioxydants. Et aussi, limiter les temps de cuisson et éviter de réchauffer les légumes. Petit détail, les légumineuses et les céréales deviennent acidifiants avec le raffinage parce que ça enlève des minéraux alcalinisants qu'ils contiennent naturellement. Du coup, je vous conseille d'éviter par exemple les pâtes de lentilles ou de pois chiches. Essayez de préserver l'aliment en fait dans sa forme originelle. Voilà, la nutrition anti-inflammatoire et antioxydante n'a plus de secret pour vous. Vous savez désormais qu'un bon fonctionnement de vos cellules dépend de la qualité de vos membranes cellulaires, de votre état inflammatoire, de l'équilibre acido-basique de votre corps, la qualité de votre microbiote et aussi l'équilibre de votre glycémie. C'est là qu'on réalise à quel point tout est interrelié et pourquoi tout ce qu'on vient de voir représente les fondements d'une santé optimale. Vous avez maintenant toutes les clés pour le comprendre et l'appliquer. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris comment appliquer une alimentation anti-inflammatoire dans votre quotidien tout en comprenant le fonctionnement de votre corps. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans un prochain épisode. En attendant, si l'épisode du jour vous a plu, s'il vous a inspiré et motivé à prendre soin de vous dans votre quotidien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ainsi qu'à laisser une jolie note et un avis si vous souhaitez soutenir le podcast. À très vite!